Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, aujourd'hui, notre émission, elle sera fabuleuse, tout simplement parce que je suis de bonne humeur. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, vous allez pouvoir voir en primeur le dernier, je dirais, la dernière exposition du Musée canadien de l'histoire qui s'intitule Premier Royaume. On a eu la chance de voir en primeur cette exposition-là hier et on a fait un petit film reportage pour vous que vous allez pouvoir voir durant cette émission. On va aussi s'intéresser aux cours et aux programmes de Sing House Studio qui vont venir présenter qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec une auteure et cette auteure-là a décidé de toucher à un sujet qui est un tout petit peu tabou, je dirais. On parle des pervers narcissiques et des manipulateurs. L'auteur, c'est Nathalie Magid et son ouvrage s'intitule « Ainsi soit-je, survivre à des pervers narcissiques manipulateurs ». Et première des choses que j'ai envie de demander, Nathalie, à quel moment tu t'es dit, dans ton parcours de vie, moi, je vais écrire un livre? C'est venu très progressivement. D'abord, j'ai réalisé ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. Oui. Et j'ai fait une thèse. Et puis, ça m'a vraiment donné le goût. C'était une maîtrise en communication, donc j'avais déjà l'habitude quand même de rédiger. Mais la thèse m'a vraiment donné le goût. Et en parallèle de ça, étant donné la situation justement avec mes parents pervers narcissiques manipulateurs, j'étais en thérapie. Et la psychologue qui me suivait m'a recommandé d'écrire en tant que thérapie. Et donc ça a commencé d'abord par des petits récits, des petites nouvelles. Et puis ensuite, quand elle l'a lu, elle m'a dit « Ah ben, tu as une belle plume, tu devrais en faire un livre. » Et voilà. C'est de là que c'est parti. Oui. Souvent, il y a des gens avec qui qu'on va côtoyer, je dirais, qui vont nous allumer sur qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et veut pas, ce genre de sujet-là, quand on les met sur papier et qu'on les offre au grand public, ça crée un chemin de guérison, oui, si la personne est vraiment apte à vouloir entrer dans ce processus de guérison-là. Je veux revenir un peu à la maîtrise que tu as faite oui, à l'Université d'Ottawa. Tu souris parce que j'ai dit que j'allais poser la question. Ta thèse était intitulée « De l'invisibilité à la visibilité sur le web ». Une analyse que tu as faite consacrée aux femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Oui. Ça encore, c'est un sujet qui est, je vais dire 50-50. Tabou d'un côté et puis pour d'autres personnes, oui, c'est correctement. Pourquoi toi, tu es allée vers ce sujet-là? J'ai suivi le cours, entre autres, de communication et santé et avec un professeur très inspirant. Et ça m'a vraiment donné le goût de m'intéresser à des sujets un petit peu hors normes. Oui. Et puis, j'avais découvert le blog d'une Montréalaise qui, justement, parlait de ce sujet et qui récoltait, elle a récolté des milliers de témoignages. Le blog est actuellement clôturé, mais ça m'a vraiment inspirée pour rédiger cette thèse parce que je trouve que notre société est tellement basée sur des stéréotypes et que dès qu'on sort de ce qu'on appelle la norme, eh bien, justement, on est confronté à pas mal de critiques ou de remarques, etc. Et donc, ça m'intéressait beaucoup d'analyser pourquoi ces femmes avaient décidé de ne pas avoir d'enfants volontairement et quels étaient les stéréotypes qui étaient associés. Et il y a un parallèle évident entre ces femmes qu'on pousse à avoir des enfants et qu'on dit « mais tu vas le regretter plus tard ». Si tu n'en fais pas, oui. Voilà, et comme moi, on me dit « mais si tu coupes les ponts avec tes parents, tu vas le regretter plus tard ». Et le parallèle est vraiment là, où la majorité des gens, parce qu'on est dans une société qui veut promouvoir la famille, ne comprennent pas ce genre de décision. Et puis, en même temps, vu qu'on parle de la thèse, juste pour rester encore dans ce contexte-là, vu que tu as eu à travailler sur un sujet qui, on va dire, qui sortait des sentiers battus, hein, qui allait hors normes selon la société, je suppose que ça t'a donné plus de cran lorsque arrivait le moment d'écrire sur cet ouvrage-là. Oui, tout à fait. Je trouvais que c'était vraiment, même si ce n'était pas le sujet, c'était une continuité. C'est ça. Oui, effectivement. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Enfin, moi, je veux qu'on décortique un tout petit peu, sans tout donner, cet ouvrage-là que tu as fait paraître dernièrement à Terre d'accueil, aux éditions Terre d'accueil. Oui, je remercie d'ailleurs mon éditrice Suzanne
les éditions Terre d'Accueil. Et qui t'accompagne, on va le Qui dire. m'accompagne, oui. Elle est dans le background en train de faire quelques affaires. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête quand tu parles du pervers narcissique, quand tu parles des manipulateurs. Premièrement, quand on parle de ce genre de thématique, là, les gens pensent tout de suite aux relations amoureuses. C'est à ça que ça ramène automatiquement. Mais je pense que toi, tu es allé un peu plus loin vu que tu as mentionné plus de 2 fois le rapport avec les parents. Oui. Et je pense qu'après la pause, c'est sur ça qu'on va commencer avant de partir dans le volet relations amoureuses. Je vous garde avec moi, vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on va creuser maintenant dans cet ouvrage-là qui s'intitule « Ainsi sois-je, survivre à des pervers narcissiques manipulateurs » avec l'auteure Nathalie Magide. Et avant la pause, on parlait un peu en général de ces thématiques-là qui dérangent, que tu aimes toucher. Et cette fois-ci, on parle des pervers narcissiques manipulateurs. Et première des choses que tu mentionnais concernant cet ouvrage-là, c'est que tu y es allé avec ton expérience personnelle, en l'occurrence ta relation avec tes parents. Oui. Déjà, pour commencer, là, t'ouvrir comme ça au grand jour, au grand public, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi? Si, ça n'a pas été facile. C'est vraiment une forme de thérapie, l'écriture. Moi, ce qui m'importait beaucoup, et ce pourquoi je remercie aussi les éditions Terre d'Accueil, c'est qu'elle a respecté mon souhait de mélanger l'aspect témoignage personnel, vraiment l'aspect autobiographique, avec un aspect qui me tenait beaucoup à cœur aussi, c'était l'aspect très cartésien de faire le lien avec d'autres ouvrages, faire le lien avec des études scientifiques. C'était un travail évidemment que j'avais déjà réalisé dans ma thèse, avec toute cette biographie qui va autour. Mais je trouvais que c'était vraiment important parce que je ne voulais pas apporter mon témoignage sans que ce soit corroboré par des faits avérés, des auteurs, des psychologues, et je ne suis pas du tout psychologue, mais je voulais que ce soit authentifié en quelque sorte. Ouais, je suis très d'accord avec ça, mais parler des parents, c'est... En fait, je ne sais pas comment le formuler parce que j'imagine, je ne sais pas, un père, un oncle, une tante qui va prendre le livre de l'auteur Nathalie, mais ça, c'est ma nièce, ça. Et puis on lit et puis on se dit, oh, ok. C'est pour ça que c'est un nom d'auteur aussi, pour éviter tout problème. Je comprends. Mais parler des parents, ce n'est pas évident parce qu'on sacralise beaucoup les parents. On a l'impression et dans toutes les cultures. Oui, dans toutes les cultures, tout à fait. On a l'impression qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas en dire du mal. Et effectivement, c'est la partie la plus compliquée, c'est de se livrer alors que ce n'est pas anodin, ce n'est pas simplement un collègue de travail ou une relation éloignée. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus difficile, mais le plus libérateur aussi par la suite. Puis les gens vont sûrement se demander, pour les gens qui n'y croient pas là, que c'est possible, mais comment un parent peut être un manipulateur ou quelqu'un qui est pervers narcissique comme dans sa relation avec son enfant? Ça n'a pas de sens normalement pour certains, mais ça arrive. Ça arrive parce qu'on imagine toujours que toutes les mamans, en l'occurrence donc, c'est plutôt ma mère qui a entraîné mon père dans son sillage, mais on imagine que toutes les mamans ont l'amour maternel, ont un amour inconditionnel pour leur enfant. Et on ne se rend pas compte qu'on peut avoir des parents comme ça qui soufflent le chaud et le froid, qui dévalorisent, qui font perdre toute confiance en soi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué après de se reconstruire parce qu'on est toujours dans le doute. Parce qu'on n'a pas reçu ce dont on avait besoin quand on était enfant. L'amour dont on avait besoin, l'aspect psychologique, et donc je ne parle pas du tout d'aspect matériel, mais vraiment
tout cet apport de parents qui peuvent dire « je suis fière de toi, je suis fière de tes accomplissements ». Voilà, ça c'est compliqué, je trouve. On dit, on dit toujours, et j'entends beaucoup ça, là, quelque chose qui m'est resté, ce dicton-là, les personnes blessées blessent. Et moi, dans mon esprit, je me dis facilement pour un parent qui souffle le chaud et le froid, comme tu viens de mentionner, inconsciemment, il va transmettre cette attitude-là à son enfant. Et toi, tu n'es pas une perverse ou une manipulatrice. J'espère que non. Non, c'est ça, parce que mais je me dis, si tu as reconnu la faille, que tu as travaillé dessus, et aujourd'hui même, tu as un livre qui parle de ça, c'est parce que tu as dû sortir de ce schéma-là, Oui. mais vraiment en fuyant. Oui, en fouillant, en mettant des barrières, en coupant les ponts, pour finir. Et j'ai 2 enfants qui sont majeurs tous les deux, mais je n'ai pas cette relation avec eux, évidemment. Je ne suis pas comme mes parents pouvaient être dans le jugement, dans la critique permanente, dans la dévalorisation. Moi, je suis extrêmement fière de mes enfants et de ce qu'ils ont accompli dans leur vie et de ce qu'ils vont encore accomplir, et je les soutiens inconditionnellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parent, tu viens de le mentionner, il dévalorise, mais c'est quoi l'impact en fait, en vrai, sur le jeune enfant? Mais c'est l'impact majeur, c'est vraiment cette perte de confiance en soi. Ça veut dire que on a très difficile, par exemple, à prendre des décisions. On a toujours besoin d'un regard extérieur en se disant, est-ce que la décision que je vais prendre est vraiment la meilleure décision? Est-ce que l'acte que je vais poser va être compris, correct? Est-ce que on a aussi un énorme besoin de reconnaissance? C'est pour ça, les overthinking, là, comme on les appelle? Oui. Et donc, la victime de pervers narcissiques manipulateurs peut facilement tomber, soit devenir un bourreau de travail, soit de vraiment procrastiner en ayant des doutes sur tout le temps. Moi, je suis plutôt tombée dans le bourreau de travail, vraiment, pour essayer tout le temps, en fait, de prouver des choses à tout le monde. Mais on n'a pas besoin de se prouver tout le temps ou de prouver tout le temps aux autres. Après, je l'ai appris par la force des choses, et maintenant, j'estime être une personne beaucoup plus authentique, mais c'est vrai qu'on a toujours ce besoin de reconnaissance et de prouver qu'on est capable, qu'on peut le faire, voilà. Et ça devient toxique à la longue. Là on parle des relations avec les parents. Et je sais que ton ouvrage, il s'adresse à tout public. Hein? Oui, tout à fait. Des jeunes, des parents, tout le monde. C'est vrai que moi, je parle de mon expérience personnelle avec mes parents, mais ça peut tout à fait s'attribuer à une fratrie, à un collègue, à une relation amoureuse, comme tu disais au départ. Ça peut tout à fait être assimilé. Donc la personne qui le lit peut comprendre le processus d'emprise dans lequel on est, le processus de chantage affectif. Et d'ailleurs, puisque j'ai une page Facebook, une page Instagram pour un petit peu parler du livre, j'ai reçu des témoignages extrêmement touchants de personnes qui m'ont dit j'ai lu le livre et je me suis reconnue, et moi c'est pas avec mes parents mais c'est avec mon frère, ma sœur, un collègue ou dans une relation amoureuse. Et ça m'a beaucoup touchée parce que si mon livre peut avoir servi à quelques personnes à ouvrir les yeux et à prendre les bonnes décisions ensuite, je pense que voilà, j'ai vraiment réussi ma mission. On va pas peindre toutes les situations, mais parlons de cette relation de pervers narcissique manipulateur avec un collègue. Comment tu penses que ça peut se faire voir, se faire remarquer? Je pense que c'est par exemple un collègue qui peut très bien être très gentil, très avenant, on a l'impression qu'il est très bienveillant, mais en fait, il va chercher toutes les informations sur nos petites faiblesses et puis il va les utiliser contre nous pour gagner en position, pour récupérer des projets ou des choses comme ça. Et encore une fois, pour saper la confiance en soi qu'on a. Wow. C'est vraiment vrai, qu'est-ce que tu dis là, parce que ce chemin-là, je pense qu'il se fait voir dans
toutes les situations en relation amoureuse et autres, mais on veut parler du cycle que toi, tu as découvert et dont tu parles dans le livre chez le pervers narcissique ou manipulateur. C'est quoi le cycle et comment vraiment faire attention à nous quand on tombe dans ce cycle-là? C'est des personnes donc, qui... Il y a des petites phrases qui se répètent. Telles que... Comme par exemple, « Oh, mais je ne comprends pas pourquoi tu le prends comme ça » ou « Pour tout ce que j'ai fait pour toi ». On a l'impression qu'en fait, et ce n'est pas qu'une impression, parce que mes parents faisaient vraiment des listes comme ça, ils font des listes en disant « Oui, mais on a fait ça pour toi, on a fait ça, on a fait ça ». Et qu'eux-mêmes attendent qu'on soit complètement soumis à eux parce qu'ils ont réalisé ces petites choses, ces petits actes, alors que finalement, dans la vie, que ce soit en amitié, en amour ou en relation parent-enfant, ces actes font partie, j'aime pas ce mot, mais de la normalité, font partie de la vie, font partie du don qu'on fait à une autre personne, du don de soi. Et ça ne devrait pas être rentabilisé. Oui. Et donc, et c'est souvent aussi des personnes qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Et donc, c'est toujours très insidieux parce qu'en société, les pervers narcissiques manipulateurs sont des gens assez appréciés parce qu'ils ont un certain charisme et parce qu'ils développent une certaine empathie pour les autres. Et puis, quand on ferme la porte de la maison, ben c'est vraiment deux personnes, deux faces différentes. Et comment on s'en sort de ce cercle vicieux-là? Parce que tu peux dire, OK, je coupe les ponts, mais après, tu as parlé d'empathie, la personne revient, toi aussi, tu es quelqu'un d'empathique, tu dis, OK, peut-être que... Puis on reprend encore. J'ai ouvert les yeux très tard sur la relation que j'avais avec mes parents. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Et là, on a coupé les ponts une première fois. Couper les ponts? Oui. OK. En fait, tant qu'ils s'attaquaient, entre guillemets, à moi, je pense que je n'étais pas vraiment capable de couper les ponts. Et puis, ils ont eu des attitudes dérangeantes et manipulatrices avec ma fille. Et là, bon, on a touché à mon bien le plus cher, mes enfants. Et là, pour moi, ce n'était pas possible. Et ça a été, pour moi, le déclic. Et ça a été la fracture, une première fracture. Puis, mes grands-parents, malheureusement, sont décédés. J'ai de nouveau été en contact avec mes parents. Mais là, j'avais compris ce schéma. Entre-temps, j'avais beaucoup lu sur le sujet, je m'étais renseignée, j'étais en thérapie aussi. Et donc, j'ai compris comment il fonctionnait. Et là, j'ai vu les signes s'accumuler. Et quand, de nouveau, ces signes se sont accumulés, j'ai dit, moi, je veux vivre pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et je ne veux plus subir ça à nouveau. Et donc, j'ai coupé les ponts. Mais ça demande beaucoup de force, de courage. C'est une forme de deuil. Oui, parce que c'est la famille, c'est pas une relation amoureuse qu'on laisse, c'est la famille. C'est la famille, c'est une forme de deuil de personnes qui sont encore vivantes. Et donc, ce n'est pas évident non plus, parce qu'on sait qu'on peut les croiser à tout moment, recevoir de nouveau de leur part un appel ou un mail, un message, et qu'à ce moment-là, il faut de nouveau refaire ce travail sur soi-même pour se dire non, je ne cède pas, et je maintiens le cap que j'ai décidé de me fixer. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, après, c'est sûr que tu parles de ton expérience, mais tu as dû entendre plein de témoignages et observer beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que ces personnes-là sont capables de changer? Non. Wow. Non, très clairement non. Ce sont des personnes qui... Ça, c'est une réponse très claire, très réfléchie. Non. Ils vont vraiment essayer toujours de culpabiliser l'autre et ils ne se remettent jamais en question. Et j'ai essayé, évidemment, avant la rupture, de communiquer, d'envoyer des messages, mais les réponses que j'avais m'ont très clairement montré qu'ils ne se remettent jamais en question. Et il y avait une psychologue qui disait « Couper les ponts avec des pervers narcissiques manipulateurs, c'est l'antichambre de l'amour de soi. » Et je trouve ça très beau parce qu'effectivement, c'est une reconstruction. Mais quand on se reconstruit, on a de nouveau de l'estime pour soi-même. Et du coup, on peut bâtir de nouveau. Comment une personne qui a vécu, tu l'as vécu aussi, hein, je vais le dire, parce que c'est un ouvrage qui est un peu autobiographique aussi. Comment une personne arrive à se reconstruire
Et là, je parle de tous les cas de figure, avec peut-être la famille, avec un collègue ou même une relation amoureuse. Je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut avoir des gens compréhensifs autour de soi aussi. Et donc, voilà, de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance. Et c'est ce qui a permis ma reconstruction. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui lit cet ouvrage-là retienne de ça? Que c'est possible de s'en sortir. Pour moi, ça, c'est le plus important. C'est vraiment de ne pas se laisser aller dans cette emprise, dans ce chantage, dans cette soumission qui est créée, mais vraiment de se dire, d'aller puiser la force en soi qu'on a, le courage. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut d'abord se faire du bien à soi-même pour pouvoir faire du bien aux autres. Et la suite de cet ouvrage, c'est quoi en fait? Parce que je pense qu'il ne devrait pas rester seulement sur les médias sociaux, juste ici à tout savoir, il doit aller partout. Donc c'est quoi la suite pour toi? Mais je pense que les gens qui vont pouvoir lire cet ouvrage, mon ouvrage, ça va leur permettre d'identifier ces mécanismes. Et c'est vraiment ça que moi j'aimerais, parce que les pervers narcissiques manipulateurs sont partout autour de nous. Et ils ont le même schéma. Et ils ont un schéma, oui, à force d'avoir côtoyé des gens autour de moi, d'avoir récolté des témoignages, je vois que c'est un schéma très répétitif. Et donc, si ça peut aider d'autres personnes à s'en sortir, et je sais que souvent les gens qui vont acquérir le livre sont un peu dans la honte, dans la ils vont cacher ça, oui, parce qu'ils ont cette culpabilité, mais il ne faut pas le cacher. Être victime, ce n'est pas tabou, être victime, ce n'est pas une honte, et c'est seulement en parlant, justement, et donc merci pour l'invitation, c'est vraiment en parlant qu'on peut évacuer tous ces tabous. Et je trouve qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Je viens de jeter un coup d'œil un peu plus poussé sur la page de couverture. Je ne sais pas si on peut voir la page de couverture à l'écran, mais on voit quelqu'un qui est comme attaché, comme pieds et mains liés là, mais qui essaie quand même je vois les papillons, donc j'imagine que la personne essaie d'éclore, mais voilà. Elle est retenue captive. C'est ça, c'était vraiment très imagé. Cette image de papillon, c'était vraiment, quand on en sort, on passe de la vilaine petite chenille, pas très élégante, qu'on a peut-être envie d'écraser, et puis on se libère, on s'ouvre et on déploie ses plus belles couleurs. Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé toute cette expérience de vie-là et tout ce projet de recherche, parce que comme tu l'as dit, il ne s'agit pas juste d'un ouvrage autobiographique, tu es allé voir des experts aussi pour jumeler un peu le travail. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau, parce que ça, c'est ma dédicace à moi, c'est mon ouvrage à moi. Je vais prendre le temps de le lire. Et pour vous autres à la maison, vous êtes invités à visiter les éditions Terre d'Accueil au www.terredaccueil.ca pour vous procurer cet ouvrage de l'auteur Nathalie Magide, Ainsi soit-je, survivre à des pervers narcissiques manipulateurs. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Je vais me permettre de le dire, en particulier les femmes. On est trop empathiques et on se laisse facilement avoir. Alors, n'oubliez pas de visiter le site internet www.terredaccueil.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais vous inviter à participer à la voix. Oui, restez avec moi. J'ai le talent pour ça, pour regarder tout savoir.